Eh ben, merci beaucoup, bonjour à tous. Ben, c'est un plaisir de vous retrouver, d'autant que j'avais eu l'occasion d'intervenir à l'IIM en 2019, donc ça date un tout petit peu, mais c'était un très bon souvenir. Et donc je vous retrouve pour une conférence qui s'intitule Écriture agile appliquée aux jeux vidéo, comment produire un gros volume de narration, et on pourrait même préciser de manière rapide et qualitative, parce qu'évidemment notre but c'est pas juste d'avoir du volume. En fait, on va même voir que un point important, c'est que c'est la vélocité en fait qui va nous permettre de faire tout à la fois du volume et de la qualité. Alors, les enjeux de l'écriture interactive, pour commencer, on va parler d'écriture et de techniques d'écriture des séries télé appliquées aux jeux vidéo, et ça mérite un peu une petite explication. Pourquoi est-ce qu'on va se baser sur les techniques d'écriture des séries télé pour écrire pour le jeu vidéo? La première raison, elle tient à la définition même de la dramaturgie. Si on devait donner un peu une définition de la dramaturgie, en fait, dramaturgie, c'est quoi? C'est un mot un peu compliqué pour dire raconter une histoire. C'est-à-dire que c'est pas autre chose, hein, après tout, la dramaturgie. Mais on pourrait poser la question, quelle est la différence entre raconter une histoire en tant qu'amateur, parce que quelque part, on sait tous raconter une histoire, et la raconter en tant que professionnel. Par exemple, si vous n'avez pas vu la finale de la Coupe du Monde 2006 où Zidane met un coup de boule, vous pourriez très bien dire, si vous racontez cette histoire à quelqu'un, vous allez peut-être le captiver, vous allez le captiver peut-être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Si je vous dis par contre, faites un film d'1 heure et demie sur Zidane qui met un coup de boule, et c'est là où vous avez probablement besoin de techniques d'écriture. Donc en fait, de manière assez simple, plus une histoire est longue, et plus vous pouvez avoir un besoin de technique pour conserver l'attention du spectateur. Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est que dans l'écriture de séries télé, typiquement, c'est là où on est amené à gérer du temps long, plusieurs saisons, plusieurs épisodes, des épisodes à chaque fois de telle durée. Et donc, si on est capable de maîtriser la dramaturgie pour ce format-là, on est capable normalement de maîtriser la dramaturgie pour tout type de format, y compris le jeu vidéo. C'est un peu la règle du qui peut le plus, peut le moins. Si on peut pour les séries télé, on peut aussi pour le jeu vidéo. La deuxième grande raison, je vous mets un peu une image cliché d'une femme avec son fer à repasser. Alors c'est pas par pur sexisme, mais c'est juste que historiquement, les techniques d'écriture des séries télé se sont développées pour capter aussi l'attention du spectateur. Quand vous aviez des annonceurs qui financent la fiction via une chaîne, ils ont évidemment le désir que le programme soit regardé pour ce que derrière leur publicité soit regardée. Et donc, on a été amené à avoir tout un ensemble de techniques qui sont développées pour accéder à cette captation du spectateur. Donc, historiquement, ça s'est fait avec les séries télé. Et vous voyez bien que dans la sphère familiale ou dans la sphère privée, quand on regarde la télévision, on n'est pas du tout dans le même niveau de disponibilité cognitive, on va dire, que quand vous êtes au cinéma, dans une salle noire, en train de regarder un film. Et donc, on a un parallèle avec le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, on sait très bien qu'on n'est pas axé à 100% sur la narration, on vient d'abord, avant tout, pour le gameplay, alors sauf peut-être dans les jeux à dominante narrative, mais on sait très bien qu'on peut avoir une attention qui est limitée pour le scénario. Et en plus, le scénario peut être soumis à des coupures, vous faites une sauvegarde, vous reprenez le jeu beaucoup plus tard, vous finissez un niveau, vous êtes dans une phase de gameplay où il n'y a pas de narration, etc. On peut avoir une narration qui est par intermittence, et donc comment, dans ce contexte-là, on peut mettre en œuvre des techniques dramatiques, enfin des techniques d'écriture qui permettent de capter l'attention du joueur? Eh bien en fait, on a pas mal de réponses, en tout cas on a un éventail de réponses dans la narration appliquée aux séries télé qui peut être réemployée dans le jeu vidéo. On a des techniques notamment de verbalisation, et donc si on maîtrise ces techniques pour recapter l'attention, on a un levier pour le jeu vidéo. Il y a un troisième argument qui est assez fort en fait, c'est que dans le jeu vidéo, on va pas se mentir, quand il y a un gameplay, on est en fait sur une action très répétitive du joueur. Bon là je vous mets une image évidemment qui est un peu caricaturale, c'est le mining, le grinding dans un jeu, dans un MMORPG par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écriture des séries télé, c'est une écriture qui est basée sur la répétition, c'est une écriture de la récurrence. Donc on a en fait cette idée que quand on maîtrise les techniques d'écriture de séries télé, on est amené en fait à maîtriser une récurrence, une répétitivité, et donc on peut avoir un mode de narration qui peut se superposer au gameplay. En tout cas, on a une chance de pouvoir accompagner le gameplay malgré, je dirais, même en dépit de ces aspects répétitifs. Alors,
quelle problématique plus spécifique on a par rapport aux jeux vidéo? Et ben on a une problématique qui est un peu connue de longue date. Je vais vous parler d'Heavy Rain. C'est la première et dernière fois que je vous parle de Quantic Dream, hein, mais en gros, c'est pas pour en parler, mais il y avait au moment de la sortie de Heavy Rain, ça date un petit peu, mais il y avait au moment de la sortie tout un parterre un peu d'invités du showbiz, notamment de réalisateurs. C'était un peu l'époque où les réalisateurs du cinéma commençaient à s'intéresser aux jeux vidéo. Et il y avait notamment un échange entre Kassovitz et David Cage, et où Kassovitz était totalement interloqué de voir que pour Heavy Rain, il avait fallu 2000 pages de scénario, alors que classiquement, pour un scénario de film, il y a 100-120 pages, selon qu'il fait à peu près 1h30, 2 heures. Et évidemment, ça suscitait beaucoup d'étonnement de la part de Mathieu Kassovitz, enfin une espèce de sidération. Et dans le jeu vidéo, il faut être très clair, on a des besoins en volume qui peuvent être importants, que ce soit sur des jeux à dominante narrative, les jeux de Quantic, des jeux de Dontnod, de Feu Telltale, aussi tous les jeux de type visual novel qui en plus peuvent enchaîner avec plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Et puis même dans les jeux AAA, quand on regarde bien, on est sur des durées de jeu qui sont quand même conséquentes, de 20 heures à, si on est sur le parcours critique, à plus de 60 heures si on veut faire toutes les quêtes annexes, etc. Et quelquefois, rien que les cinématiques associées à ces jeux, ce sont des cinématiques qui font 1h30, 2 heures. Donc on est sur des volumes importants, c'est quasiment des volumes de long métrage, voire beaucoup plus si on cumule tout. On a qui plus est une problématique spécifique, évidemment, dans le jeu vidéo, qui est qu'on est sur une narration à embranchement. Et donc dans ce type de narration, la quantité le volume qu'on doit produire est évidemment encore plus conséquent que si on est sur un média classique. Alors on peut essayer de gérer cette fameuse explosion combinatoire, essayer de pratiquer des goulots d'étranglement dans la narration, accorder de l'importance à la qualité des parcours plutôt qu'à la quantité de destination. On peut essayer de rendre des arbitrages, mais il ne faut pas se mentir, on va être confronté d'une manière ou d'une autre à un volume à écrire qui peut être relativement important. Voilà. Alors, dans le monde des séries télé, je vous montre cette image de Dr House parce que c'est le reflet un peu typique d'une série sur le hertzien américain, en l'occurrence c'est sur Fox, de 22 épisodes par saison. Donc il faut se représenter 22 épisodes d'1 heure par saison, c'est considérable. Et en fait, pourquoi c'est intéressant de regarder les séries américaines? C'est parce que c'est un petit peu le maître étalon en matière de ce qui se fait en termes d'écriture, qui plus est dans une logique de flux tendu, puisque sur ces programmes-là qui sont très concurrentiels aux États-Unis, la totalité des épisodes ne sont pas tournés au moment où la série commence à être diffusée, et donc il y a une écriture qui se fait au fil de l'eau, en flux tendu, au fur et à mesure de la diffusion du show. Et donc le défi pour les scénaristes, c'est d'arriver à accompagner l'écriture pour être raccord avec la diffusion. Donc on a le rôle notamment qui est de plus en plus, qui commence à être connu du grand public, le rôle de showrunner qui va coordonner un atelier d'écriture, mais on a tout un contexte derrière qui est relativement impitoyable, où le show est supprimé en cas d'insuccès, ou à l'inverse, si la série rencontre le succès, il faut être capable d'écrire vite. Alors ce qui est intéressant, c'est d'observer que sur Dr House, par exemple, quand on regarde Dr House, si vous lisez par exemple Télé 7 jours ou des magazines télé qui vous présentent le programme, ils vous expliquent que c'est un medical drama, etc. Or en fait, quand on regarde un petit peu plus près le genre sous-jacent, le genre qui est derrière Dr House, c'est en fait une série policière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un médecin diagnosticien d'un hôpital qui soigne des patients. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il enquête sur un meurtre, c'est la maladie. Il interroge des témoins, c'est les patients. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va rudoyer les patients dans Dr House, parce que c'est l'équivalent de témoins qui peuvent mentir sur une affaire de meurtre. Et en fait, on a un genre policier caché, qui se trouve être d'ailleurs un genre très présent sur les séries télé. C'est presque un genre canonique. Pourquoi? Parce qu'on a l'association d'une tâche récurrente, enquêter, et qui en même temps est une tâche qui permet une variété de situations. On peut enquêter sur plein de sujets, et donc on va avoir la possibilité d'accéder à de la variété à travers un schéma récurrent qui lui va faciliter l'écriture. Dr House, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y a plein de références implicites ou explicites à Sherlock Holmes. Sherlock Holmes met en œuvre un hyper talent déductif, c'est la même chose avec Dr House. Le meilleur ami, le compagnon de route de Sherlock Holmes, c'est Watson. L'ami de Dr House, c'est Wilson. Etc. Donc on a des tas de références. Donc tout ce qui est écriture de séries télé, le genre policier est un genre canonique pour l'écriture de séries télé, et c'est ce qui explique comment, à travers la mise en place d'un schéma de récurrence, on arrive à produire un grand volume.
Et ça, c'est un schéma qui est quand même assez largement, très répandu, avec en fait très très peu d'exceptions, mais il y a des exceptions, et je vais vous en montrer une tout de suite. Bah, c'est une exception que vous connaissez tous, c'est Game of Thrones. Game of Thrones, c'est un peu le contre-exemple justement d'une production qui a connu un grand succès et qui pourtant n'est pas basée sur les techniques d'écriture traditionnelles. Elle n'est pas basée sur un schéma que je vais reproduire à chaque épisode, et pourtant elle est très qualitative. Alors on pourrait se dire, il existe une alternative, et d'ailleurs c'est ce qui motive pas mal de jeunes auteurs que nous-mêmes on peut voir dans le cadre de script doctoring, à vouloir essayer d'imiter le succès de Game of Thrones. Mais en fait, ce que vous allez voir, c'est que c'est pas aussi simple que ça, parce que il faut pas oublier que Game of Thrones s'appuie sur un existant. Il s'appuie sur les livres de Martin. Et Martin, si vous regardez bien, il a commencé à écrire début des années 90. Donc là, on est quand même 30 ans après, il n'a toujours pas fini d'écrire. Et évidemment, quand la série commence et qu'elle est un succès, on exploite les différents livres. Par exemple, pour la première saison de Game of Thrones qui fait 8 épisodes, on exploite les 2 premiers tomes. Les 2 premiers tomes, Martin a mis 5 ans pour écrire le premier, 3 ans pour écrire le second. Ça veut dire qu'en fait, pour écrire vos 8 épisodes, vous avez quelqu'un qui a réfléchi pendant 8 ans avant, et qui en plus, c'est pas un manchot, c'est plutôt un bon. Martin est en plus lui-même un scénariste, il a été scénariste par le passé, il a une écriture qui est en fait elle-même assez visuelle, donc en plus relativement facile à adapter. Vous comparez Game of Thrones à par exemple l'œuvre de Tolkien ou même Isaac Asimov, Fondation, qui est en ce moment aussi à l'écran sous forme de série, c'est probablement encore Martin qui est à peu près l'un des plus faciles à adapter, sans retirer leur mérite à ceux qui l'ont adapté, voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez en plus Game of Thrones, vous remarquez que les 5 premières saisons peuvent se rattacher au livre, mais que déjà à partir de la 6e saison, on commence à s'éloigner des livres. Et donc là, qu'est-ce qu'ont fait les auteurs en fait pour arriver quand même à garder le rythme? Ils ont réintroduit en fait un schéma de récurrence dans la série. Ce schéma de récurrence, c'est lorsque ça coïncide par exemple avec le moment où Arya est chez les je sais plus comment ça s'appelle, la secte des 100 visages, où elle commence à apprendre à devenir une psychopathe professionnelle. C'est le moment dans la série où en fait on réintroduit un élément de licence, où en gros dans chaque épisode vous avez un personnage qui va mourir. Et c'est ça qui fait un peu le sel, le piment de la série à ce moment-là. Donc en fait on réintroduit un élément de récurrence au moment où on ne peut plus se baser sur une matière existante. Et ce que vous remarquez, c'est que le dernier épisode de la série, l'épisode 8, c'est un épisode où finalement il n'y a plus que 6 épisodes au lieu des 8 habituels. Et en plus, c'est un épisode que les créateurs de la série ont mis 2 ans à faire plutôt que1 an. Et en plus, pour un résultat qui, de l'avis relativement unanime, est pas forcément génial. En tout cas, c'est pas la saison préférée des fans. Donc en fait, la morale de tout ça, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? C'est qu'il n'y a malheureusement pas de solution miracle. Pour faire une série pour avoir une écriture qui représente à la fois un volume important et qui soit en même temps qualitative, soit vous pouvez vous appuyer sur une ressource existante, sur une matière existante, Game of Thrones, soit vous avez une stratégie pour arriver à écrire, l'utilisation d'un schéma récurrent, une licence qui va vous permettre d'écrire. On va revenir là-dessus bien évidemment. Voilà. Alors, histoire d'enfoncer le clou, je vous montre une image là encore d'une série que vous connaissez tous, c'est Alerte à Malibu. C'est une série qui a commencé pendant 1 an sur NBC aux États-Unis, et puis qui a été NBC, je sais plus si c'est NBC ou CBS, bon, peu importe, mais la chaîne s'en est séparée au bout d'1 an. Elle s'en est séparée pourquoi? Parce que la série avait un relatif insuccès, et elle a été reprise, ce qu'on appelle en syndication. C'est un système de conglomérat de chaînes locales américaines qui se mutualisent pour continuer de produire les séries, et la série à ce moment-là a été un énorme succès. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé entre-temps. Entre-temps, en fait, les auteurs de la série, dans la première saison, ils n'avaient pas de licence clairement identifiée, ils n'arrêtaient pas en fait de changer d'identité à chaque épisode, et c'était épuisant à écrire. Et non seulement c'était épuisant, mais en plus ça se traduisait par une relative non-qualité. Et lorsque la série a été repêchée, on va dire qu'elle a été repêchée pour des arguments qui n'étaient peut-être pas purement scénaristique, mais peut-être aussi esthétique. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'ensuite, la série elle-même s'est affiliée à un genre, en l'occurrence
le genre policier. Et en fait, quand vous regardez Baywatch, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent d'une série policière, mais où les enquêteurs sont en bikini et en maillot de bain, quoi. Voilà, si je devais caricaturer. Donc en fait, là encore, pour arriver à transformer un show qui avait un relatif insuccès en succès planétaire, il a fallu s'affilier à un genre. Et ensuite, il y a une innovation, évidemment, dans l'enrobage, dans la manière de faire une enquête. Puisqu'en fait, on a des enquêteurs un peu particuliers. C'est sûr qu'ils sont plus sexy que Inspecteur Derrick. Bon, en même temps, c'est pas très dur. Mais voilà, c'est juste pour dire que vous avez une variation dans la forme, mais sur le fond, il faut s'affilier à un élément de récurrence, à une notion de licence. Alors, dans le jeu vidéo, comment ça se passe une production typiquement? Vous avez une phase de conception amont, on va faire un premier prototype, si c'est concluant, on va lancer une pré-production qui va réunir les différents corps de métier, qui va aller jusqu'à une alpha, où là on est réputé avoir déjà les fonctionnalités du jeu, mais pas encore le contenu, l'essentiel du contenu. On va alors, si c'est toujours positif, lancer la production avec tous les corps de métier là où là on va rassembler une équipe qui va gonfler de manière considérable pour pouvoir réaliser toutes les ressources du jeu. Et puis enfin, une fois qu'on est en post-production, après avoir réalisé les niveaux et l'ensemble des ressources du jeu, c'est là où on corrige les bugs, où on fait l'équilibrage du gameplay, etc. Bref, vous connaissez ces étapes, et puis jusqu'au lancement du jeu. Alors dans un monde parfait, le scénariste de jeux vidéo, il intervient dès la conception avec un pitch. Ensuite, au moment de la pré-production, quand il est en lien avec les autres corps de métier, les leads métiers, il va pouvoir formaliser le concept de la narration. Et puis enfin, il pourra se lancer, après avoir fait des séquenciers, sur les continuités dialoguées pendant la phase de production. Et enfin, quand on est en post-production, on peut se consacrer à la localisation et au doublage des voix, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est le monde idéal. Et puis vous voyez bien qu'en plus, vous n'avez pas forcément sur un projet X années avant vous, 10 ans, 20 ans, 30 ans comme Martin pour faire Game of Thrones. Donc ça veut dire que vous allez quand même devoir percuter rapidement, d'autant que malheureusement, très souvent, quand vous commencez en tant que scénariste sur une production, c'est bien souvent non pas au tout début du cycle de vie, du cycle de développement, mais plutôt carrément en pleine production, même vers la fin de la production, et ce qui évidemment ne vous facilite pas la tâche. Et donc il va falloir, malgré le fait que vous soyez sur la fin de la production, il va falloir que vous soyez capable de percuter, d'aller très très vite. Alors pour prendre une image, c'est un petit peu comme ce que moi j'appelle le salaire de la peur. Évidemment en référence au film de Clouseau de 1953, lui-même adapté du roman éponyme. Vous connaissez l'histoire, il y a un puits de pétrole qui se consume. Pour l'éteindre, il faut pratiquer une explosion qui va souffler la flamme de l'incendie. Et pour ce faire, il y a deux conducteurs de camions qui sont chargés de convoyer un chargement d'explosifs, de nitroglycérine. Et en fait, tout le problème, c'est qu'ils doivent aller assez vite pour amener à temps le chargement. S'ils arrivent trop tard, évidemment, comme on dit, après l'heure, c'est plus l'heure. Et en même temps, s'ils vont trop vite, qui plus est sur une route difficile, ils ont le danger à tout moment d'exploser avec leur cargaison. Et ben en fait, quand vous regardez bien, un scénariste, c'est un peu la même thématique, enfin le même problème sur le jeu vidéo. Vous devez aller vite parce que vous arrivez en général à la volée, un peu comme notamment tout ce qui est sound design, où vous arrivez presque en pompier volant. Et en même temps, il ne faut pas vous louper parce que si vous vous loupez, ça a des conséquences pour le projet. Et donc pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à l'écriture agile? On va s'y intéresser non seulement dans l'intérêt du projet, parce que si on veut quelque chose de qualitatif, on doit pouvoir s'appuyer sur une vélocité dans l'écriture, et c'est un vrai défi. Et aussi, on s'y intéresse pas uniquement pour le projet, mais pour soi-même en tant que scénariste, parce qu'il faut arriver à se préserver. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre, et il y a un an jour pour jour, 1er décembre 2020. Vous aviez notamment Parole de scénariste, une page Facebook qui s'est ouverte et qui se faisait écho des difficultés dans le métier de scénariste. Exactement de la même manière, vous aviez eu les révélations, les enquêtes de Mediapart, Canard PC sur le phénomène de crunch dans le jeu vidéo. Et donc c'est intéressant de voir comment, de manière professionnelle, on peut essayer de se préserver soi-même, en tout cas de maîtriser, de préserver son énergie créative, à la fois pour se préserver et dans l'intérêt du projet.